Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'explique comment les juges scorent un combat de MMA. Cette partie encore floue aujourd'hui, même pour des combattants à l'UFC, n'aura plus le moindre secret pour toi. T'es prêt? Alors c'est parti. Tout d'abord, les bases. 3 juges sont disposés à 3 endroits différents de la cage afin d'avoir 3 angles de vue différents sur chaque combat. Chaque juge score chaque round. En fin de combat, on additionne les scores respectifs de chaque juge pour définir le vainqueur. Si les 3 juges donnent le même vainqueur, on a une décision unanime. Si 2 juges voient le coin rouge l'emporter et un juge voit le coin bleu l'emporter, on a une décision partagée à l'avantage du coin rouge. Si 2 juges voient le coin rouge gagner et un juge voit une égalité, on a une décision majoritaire à l'avantage du coin rouge. Si 2 juges voient une égalité et un juge voit un gagnant, peu importe lequel, c'est une égalité majoritaire. Évidemment, si les 3 juges voient une égalité, c'est une égalité unanime. Et finalement, si un juge voit le coin bleu gagner, un juge voit le coin rouge gagner et un juge voit une égalité, on est dans un cas très rare d'une égalité partagée. Maintenant, comment un juge définit qui gagne le round? Il y a 3 critères. Ces critères cherchent à rendre l'exercice le plus objectif possible. Bien qu'on le sait tous, il y a toujours de la place pour de la subjectivité. C'est pour ça qu'on a 3 juges à des endroits différents aussi. C'est crucial de comprendre que ces 3 critères sont séquencés. C'est-à-dire qu'on juge exclusivement, oui, exclusivement le premier critère. C'est uniquement si un juge considère que ce premier critère est à égalité qu'il va regarder le deuxième critère. Et c'est uniquement s'il considère que le deuxième critère est également à égalité qu'il va regarder le troisième. C'est vraiment crucial de comprendre ça. Ce n'est pas un calcul cumulé du style le premier critère pèse 80% dans la balance, le deuxième 15% et le troisième 5%. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais toujours insister sur ce point dans la vidéo. Alors, les 3 critères dans l'ordre sont effective striking et grappling. Le deuxième critère, c'est effective aggressiveness. Et le troisième critère, c'est fighting area control. Alors, je vais y revenir. Je sais que j'ai dit en anglais, on va traduire tout ça. Donc, je vais maintenant te détailler la signification derrière ces termes. Mais avant ça, il y a un point absolument important, absolument vital même à comprendre. Le MMA est un sport offensif. Un juge regardera exclusivement, et je vais le redire, oui, exclusivement les actions offensives. La défense n'est pas un argument. Oui, mais il a bien défendu la guillotine et il a empêché 2 amenés au sol. C'est irrecevable. Ce ne sont pas des arguments recevables. La défense permet à un athlète de rester dans le combat ou de rester dans un aspect du combat et c'est sa responsabilité de produire quelque chose d'offensif dans le combat pour aller chercher la victoire. Maintenant que ça c'est compris, le critère 1, effective striking and grappling. Commençons par traduire ça par l'efficacité en pied-point et en grappling. Dans ce cas-ci, on va définir l'efficacité par le fait que l'intention du combattant produit l'effet souhaité. Un jab qui touche est un jab efficace. Un jab qui ne touche pas est inefficace, tout simplement. Donc voici l'explication simple de ce critère. Les coups autorisés qui ont un impact immédiat ou cumulé contribuant à la fin d'un combat. Alors ici, je fais une petite parenthèse. La grande difficulté du MMA réside dans la capacité à comparer une action offensive en pied-point et une action offensive en grappling. Tu as certainement déjà entendu le terme dégâts lorsqu'on discute d'une décision. Eh bien, il faut quasi arrêter de l'utiliser. Aujourd'hui, nous parlons d'impact. Une frappe qui crée du dégât est impactante. Une tentative de soumission est également considérée comme impactante. Grâce à ce mot impact, nous pouvons chercher à comparer la percussion et la préhension. Voici d'ailleurs la définition du mot impact tel qu'on le comprend aujourd'hui dans le cadre du MMA. L'impact est jugé sur les dégâts, mais aussi sur la diminution de l'énergie, de la confiance ou des habilités de l'adversaire. Et c'est logique, si tu fatigues ton adversaire par exemple, tu augmentes ta probabilité de le finaliser plus tard dans le combat, ce qui est donc en ligne avec l'objectif offensif du MMA. On va donc aller plus loin. L'exécution réussie de takedown, tentative de soumission, renversement et prise de position avantageuse qui produisent un impact amenant potentiellement vers la finalisation du combat. Ça fait partie de la définition de effective striking and grappling. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Dans ce critère,
il y a quelques détails qui ont toute leur importance. Premier détail, l'impact immédiat pèse davantage que l'impact cumulé. Pour illustrer, 5 jabs non appuyés sont considérés comme des impacts cumulés. Ils ont moins de valeur aux yeux des juges qu'un seul gros overhand qui provoque un knockdown. Là, c'est considéré comme un impact immédiat. Deuxième détail, l'amener au sol est un simple changement de position. Elle doit être suivie par un schéma offensif pour être considérée dans ce critère. Pour illustrer, un simple takedown sans slam, sans prise de position, sans frappe avec l'adversaire qui se relève rapidement, ça n'a pas de valeur dans ce critère 1. Une amenée au sol est considérée comme un changement de direction du combat et c'est la responsabilité du combattant d'en faire quelque chose d'offensif. Alors je nuance un tout petit peu, une amenée au sol réussie sans rien derrière pourrait tout de même être perçue comme une très infime diminution de l'énergie de l'adversaire et ça pourrait alors avoir un tout petit peu de valeur. Et je vais continuer à nuancer, une amenée au sol avec un slam, c'est impactant. Même s'il n'y a pas de contrôle derrière, le slam sera considéré comme valorisant, comme impactant. Troisième et dernier détail, l'efficacité au sol est jugée par les impacts et non pas par la position du dessus ou du dessous. C'est assez clair, si tu es au-dessus mais que tu ne produis rien offensivement et que tu prends des coups de coude de ton adversaire, tu es en train de perdre. J'ai quand même nuancé. La position a son importance dès le moment où tu produis quelque chose d'offensif, dans le sens où certaines positions sont considérées par défaut comme proches d'une finalisation. Être dans le dos et commencer à menacer un étranglement arrière, c'est évidemment plus impactant qu'être dans la garde de ton adversaire et d'envoyer une simple frappe au corps. Donc la position a quand même de l'importance dès le moment où quelque chose d'offensif est produit. Si tu es en dessous, que tu frappes et que ton adversaire au-dessus frappe, comme il est au-dessus, sa position fera considérer probablement que ses frappes sont plus impactantes. C'est tout pour le critère 1. La grande majorité des rounds est départagée par ce critère. Et quand je dis la grande majorité, on parle d'aisément plus de 95, plus de 95% des rounds. Je le répète donc ici, on ne regarde même pas le deuxième critère si on parvient à discerner un avantage aussi petit soit-il dans le critère 1. J'ai encore prouvé avec l'absurde. Si les deux athlètes se sont échangés respectivement 50 jabs à 49, à impact égal, avec exactement la même force, celui qui en a envoyé 50 l'emporte. Aussi infime que ce soit, si on différencie dans le premier critère, on s'arrête là. Maintenant, on va explorer le deuxième critère qu'on regarde très rarement, comme tu l'auras compris. Effective aggressiveness. L'agressivité efficace qui va simplement se définir comme suit. La volonté démontrée à chercher à finaliser le combat. Ici, on cherche vraiment à donner l'avantage à celui qui a démontré le plus de volonté à aller chercher la finalisation, qui a donc été le plus offensif et en d'autres termes, le plus agressif. Finalement, on passe au troisième critère. Et oui, je vais insister une dernière fois dessus. On ne vient regarder ce troisième critère qu'à la condition sine qua non qu'on n'ait pas réussi à départager les deux athlètes ni sur le critère 1, ni sur le critère 2 après le critère 1. Fighting Area Control. Alors accroche-toi, la définition est très farfelue, mais elle est vraiment facile à comprendre. Le contrôle de l'aire de combat est défini par celui qui dicte le rythme du combat, le lieu et la direction ou la position du combat. Celui qui impose son rythme et ou la dynamique et ou contrôle les réactions de son adversaire gagne ce critère. Très important, les réactions de son adversaire. C'est ici que l'argument « il a eu plus de contrôle » rentre en jeu. C'est donc très rare qu'on puisse l'utiliser, pourtant on l'entend trop souvent quand on discute d'une décision. C'est aussi ici que l'argument « il mettait plus la pression » rentre en jeu. Et encore, il faut que cette pression soit du cadrage et non courir après l'adversaire. En effet, si tu cours après ton adversaire, ça signifie que c'est toi qui réagis à lui, contrôle les réactions de l'adversaire, et pas l'inverse. Ce troisième critère, et par conséquent ces arguments que je viens de citer, c'est extrêmement rare qu'on les utilise pour scorer un round. Maintenant, tu connais les critères utilisés par les juges pour départager les combattants sur chaque round. Dans notre prochaine leçon, on va explorer les significations derrière les différents scores. Est-ce que le 10-10 existe? Qu'est-ce que réellement un 19? À quel moment on met ou même on considère un 18? Le 17, est-ce que ça arrive de temps en temps? Alors, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer l'information. Profites-en pour like et rédigez un petit commentaire pour donner de la force à cette vidéo. Elle me semble cruciale pour éduquer les nouveaux arrivants et même les autres dans ce superbe sport qu'est le MMA.